je n'étais même pas dans la pièce. Cette nuit-là, après qu'ils furent enfin partis, j'ai ouvert le dossier de Françoise que j'avais sorti du coffre-fort et j'ai appelé le notaire dans le Luberon pour activer ce qu'elle appelait notre plan de secours. Mais je brûle les étapes. Laissez-moi revenir en arrière pour que vous compreniez comment j'en suis arrivé là et surtout qui est qui dans ce pétrin car c'est important. Je m'appelle Jean-Pierre Morel, j'ai 72 ans, je suis un ingénieur des ponts et chaussées à la retraite et j'ai passé 42 ans à concevoir des réseaux d'assainissement dans toute la région parisienne. Ma femme Françoise est décédée il y a 6 semaines d'une maladie cardiaque. Elle avait 70 ans. Nous étions mariés depuis 45 ans. Nous avons 2 enfants, Marc, 45 ans, qui travaille comme banquier d'affaires à la Défense et qui est marié à Valérie, et Delphine, 42 ans, directrice marketing mariée à un dénommé Benoît qui vend de l'immobilier de luxe. Ensuite, il y a mon neveu Thomas. Il a 30 ans et il est photographe naturaliste. Sa mère était ma petite sœur Léa qui est morte dans un accident de voiture quand Thomas avait 7 ans. Françoise et moi l'avons élevé aux côtés de nos propres enfants. Pour moi, il est autant mon fils que Marc peut l'être. Voilà pour l'arbre généalogique. Essayez de suivre car cela devient compliqué. Le jour des obsèques de Françoise, il faisait un froid de canard. C'était un mois de février à Saint-Cloud, ce genre de froid qui vous pénètre jusqu'aux os et n'en sort plus. L'église était pleine à craquer. Françoise avait été infirmière libérale pendant 38 ans avant de prendre sa retraite et toute la ville l'aimait. J'étais assis au premier rang entre Marc et Delphine. Thomas était de l'autre côté avec sa main posée sur mon épaule pendant l'éloge funèbre. Ce dont je me souviens le plus de cette journée, ce n'est pas de la cérémonie. C'était après, à la maison, pendant la réception. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café pour les invités quand j'ai entendu Marc et Valérie parler dans le couloir. Ils ne savaient pas que j'étais là. La maison doit valoir au moins 1 200 000, peut-être 1,3 million, disait Valérie. Et tu as dit qu'il y avait les comptes d'épargne, l'assurance vie, la pension de réversion de maman, répondait Marc. Ça s'arrête maintenant qu'elle n'est plus là mais celle de papa est solide, plus les capitaux d'essai. Je suis resté là avec la cafetière à la main, pétrifié. Nous devons lui parler de vendre pour prendre plus petit, continuait Valérie. Cet endroit est beaucoup trop grand pour lui tout seul. Il devrait vendre et s'installer dans un appartement de standing avec service. Le marché est en pleine ébullition en ce moment. Attends 1 semaine, a dit Marc. Ensuite, on mettra le sujet sur le tapis. Ils n'ont pas attendu 1 semaine. 3 jours plus tard, Marc a débarqué à la maison avec une chemise pleine d'annonces immobilières. « Papa, nous devons parler de tes conditions de vie », a-t-il dit en étalant des brochures sur la table de la salle à manger, des résidences seniors, des appartements médicalisés et des copropriétés de luxe. « J'ai 72 ans, pas 95, lui ai-je répondu. Et je ne compte aller nulle part. »« Sois réaliste, a ajouté Valérie. Elle était venue avec lui. Apparemment, cette maison fait 6 chambres et 4 salles de bain. Le jardin à lui seul fait 2000 mètres carrés. L'entretien, la taxe foncière, c'est trop pour une seule personne. J'entretiens cette maison depuis 40 ans, ai-je dit. Je pense pouvoir m'en sortir. Ce n'est pas seulement une question de s'en sortir, a dit Marc en utilisant sa voix de banquier, celle qu'il utilise probablement avec ses clients difficiles. Il s'agit d'être intelligent avec ton patrimoine. Si tu vends maintenant, tu pourrais récupérer un net vendeur de 800 000 après remboursement du crédit. Si on investit ça correctement, avec ta retraite et tes revenus, tu serais très à l'aise dans un bel appartement de 3 pièces. Et qu'advient-il de la plus-value que j'abandonnerais, ai-je demandé. Marc et Valérie ont échangé un regard. Eh bien, à terme, cela ferait partie de la succession, a dit Marc avec prudence. Ce dont Delphine et moi hériterions. Donc en réalité, nous ne parlons que de calendrier. Tout était là. La maison n'était pas trop grande pour moi. Il voulait la liquider maintenant pour mettre la main sur l'argent plus tôt. Je ne vends pas, ai-je dit. Delphine est arrivée le lendemain avec Benoît. Même conversation, approche différente. Papa chéri, nous nous inquiétons juste pour toi, a dit Delphine en utilisant la voix qu'elle utilise probablement dans ses présentations marketing. Tu as subi un traumatisme. Tu ne réfléchis pas clairement. Cette maison est pleine de souvenirs de maman. Ne serait-il pas plus simple de repartir à zéro ailleurs? Chaque souvenir de votre mère dans cette maison m'est précieux, ai-je dit. Pourquoi voudrais-je quitter cela?
Parce que s'accrocher au passé n'est pas sain, a dit Benoît. Il avait cette habitude de s'adosser dans sa chaise avec les mains derrière la tête comme s'il possédait les lieux. Mon thérapeute dit qu'après un deuil, les gens ont besoin de grands changements pour faire leur deuil correctement. Ton thérapeute, ai-je répété. Un professionnel certifié, a dit Benoît. Il prend 200 € de l'heure, donc on sait qu'il est bon. Au cours des 2 semaines suivantes, la situation a empiré. Marc a engagé un expert immobilier sans me demander mon avis. Le gars s'est présenté à ma porte avec une tablette en disant que Marc l'avait envoyé pour évaluer la propriété. Je l'ai renvoyé. Delphine a appelé une entreprise de déménagement et a obtenu un devis pour l'emballage de la maison. Valérie a commencé à passer pendant la journée alors que j'étais sorti pour mesurer les pièces et prendre des photos. Je l'ai surprise une fois dans l'atelier de couture de Françoise en train de photographier les armoires encastrées que Françoise adorait. « Qu'est-ce que tu fais là ?» ai-je demandé depuis le pas de la porte. Elle a sursauté. « Oh Jean-Pierre, je réfléchissais juste à des idées de décoration pour la mise en vente, tu sais, pour quand tu listeras la maison. » Je ne mets pas la maison en vente. « Pas encore », a-t-elle dit avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mais tu le feras. Et quand tu le feras, nous voulons nous assurer que tu en tires le meilleur prix. » Le point de rupture est survenu 3 semaines après les funérailles de Françoise. Je suis rentré des courses pour trouver Marc, Delphine, Valérie et Benoît tous assis dans mon salon. Marc avait utilisé son ancien double des clés pour entrer. « Nous devons avoir un conseil de famille », a annoncé Marc. Dans ma maison, sans ma permission, j'ai posé les sacs de courses. Techniquement, c'est aussi notre maison, a dit Delphine. Enfin, ça le deviendra. Assieds-toi papa, a dit Marc, nous avons pris des décisions. Des décisions, ai-je répété. Valérie a sorti un dossier, tout était net et organisé. Nous avons consulté un avocat spécialisé en succession. Compte tenu de ton âge et du décès récent de maman, il est logique de commencer la transmission des actifs dès maintenant. Éviter les frais de succession trop lourds. Minimiser les taxes. Tout est très standard. Nous t'avons trouvé un superbe appartement à Boulogne, a ajouté Delphine rapidement. 2 chambres, 2 salles de bain, tout de plein pied. Il y a un club à os, une navette pour les courses. Nous avons prévu la mise en vente pour le mois prochain, a dit Marc. Le 1er avril, le marché de printemps est le meilleur moment pour vendre. Nous passons par une collègue de Valérie, une des meilleures négociatrices du secteur. Elle estime que nous aurons des offres d'ici 2 semaines. Je les ai regardées. Mes enfants, mon gendre et ma belle-fille, assis dans la maison que leur mère et moi avions construite ensemble, en train de la dépecer comme si j'étais déjà mort. Sortez, ai-je dit calmement. Papa, sois raisonnable. Sortez de chez moi. Nous essayons de t'aider. Vous essayez de vous servir dans mon argent, ai-je dit. Et dans la mémoire de votre mère. Maintenant, sortez avant que j'appelle la police pour violation de domicile. Ils sont partis, mais pas avant que Marc ne dise que nous reviendrons quand tu auras les idées plus claires. Après leur départ, je suis resté longtemps debout dans le salon vide. Puis je suis monté à l'étage dans le dressing où Françoise gardait ses papiers importants. Elle avait toujours été plus organisée que moi, tout était étiqueté et classé correctement. J'ai trouvé ce que je cherchais dans une boîte ignifugée sur l'étagère du haut. Une pochette marquée pour Jean-Pierre, à ouvrir après mon départ. À l'intérieur se trouvait une lettre de la main de Françoise datée de 6 mois avant sa mort. « Mon très cher Jean-Pierre », commençait-elle. « Si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et j'imagine que nos enfants tournent déjà autour de toi comme des vautours. Je suis désolé de ne pas être là pour voir l'expression de leur visage quand tu leur diras enfin la vérité. Voici ce que tu dois savoir. J'ai lu la lettre 3 fois. Puis j'ai lu les documents qu'elle avait joints. Titre de propriété, relevé bancaire, document de fiducie, un calendrier des étapes à suivre, les noms et numéros de téléphone d'avocats, de comptables et d'agents immobiliers en Provence, des photographies d'un endroit que je n'avais pas vu depuis 45 ans. Françoise avait tout prévu. Le lendemain matin, j'ai appelé le premier numéro sur sa liste, une notaire nommée Maître Legrand à Manosque. « Monsieur Morel », a-t-elle dit quand je me suis identifié. « J'attendais votre appel. Madame Morel a établi le montage il y a 2 ans. Tout est prêt quand vous le souhaiterez. Expliquez-moi tout, ai-je dit. Ce que Françoise avait fait était ceci. 3 ans auparavant,
quand son problème cardiaque avait été diagnostiqué, elle avait commencé à planifier. Elle savait, même si je ne voulais pas l'admettre, que son temps était compté. Et elle connaissait nos enfants assez bien pour prédire exactement ce qui se passerait après sa mort. Alors, elle avait agi discrètement, avec soin. Le mas où nous avions passé notre lune de miel en Provence il y a 45 ans appartenait à son oncle. À sa mort il y a 15 ans, il l'avait laissé à Françoise par testament. C'était une propriété de 200 hectares dans le Luberon, à environ 40 minutes de Manosque. Françoise l'avait gardé toutes ces années, la louant à une famille locale pour un loyer dérisoire en échange de l'entretien. J'en avais vaguement connaissance, mais je n'y avais jamais prêté attention. Cela me semblait être un souvenir sentimental, rien de plus. Mais 2 ans auparavant, Françoise avait discrètement arrêté de le louer. Elle avait engagé des entrepreneurs pour rénover entièrement la maison principale. Toiture neuve, plomberie, électricité, cuisine moderne, salle de bain refaite. Elle avait fait transformer la grange en studio de photographie avec chambre noire. L'ancien pavillon de chasse avait été transformé en maison d'amis. Elle avait établi une structure financée par la vente de quelques actions héritées de ses parents pour couvrir les taxes foncières et l'entretien pour les 20 prochaines années. Puis elle avait mis en place un second montage financier. Au cours de 2 années, elle avait progressivement transféré de l'argent de notre compte d'épargne joint, par petites sommes, rien qui n'attirait mon attention quand je jetais un coup d'œil au relevé. Au moment de sa mort, elle avait déplacé 400 000 € vers cette structure, laissant juste assez sur nos comptes habituels pour que tout paraisse normal. La maison de Saint-Cloud, elle avait une hypothèque de second rang que j'ignorais. Françoise l'avait contractée discrètement 2 ans plus tôt pour 150 000 €. Elle avait utilisé cet argent, plus l'argent de la vente de l'ancienne maison de ses parents, pour financer les rénovations en Provence et les fonds de dotation. Les paiements de cette hypothèque étaient configurés en prélèvements automatiques sur un compte que je ne vérifiais jamais. Ce que cela signifiait, c'est que la maison de Saint-Cloud que Marc et Delphine étaient si impatients de vendre n'avait presque plus de valeur nette. Entre le crédit d'origine et la seconde hypothèque, il restait peut-être 50 000 € de valeur réelle. Tout le reste, Françoise l'avait discrètement déplacé en Provence. Elle vous a laissé une porte de sortie, m'a dit Maître Legrand au téléphone. Et elle a laissé des instructions. Vous devez transférer la propriété de la maison de Saint-Cloud à Marc et Delphine immédiatement. Donnez-leur. Laissez-les la voir. Juste leur donner, ai-je demandé. Avec les hypothèques, les deux. Ils seront responsables de la dette. La lettre de Madame Morel suggère que vous leur disiez que c'est leur héritage anticipé. Elle pensait qu'ils seraient si excités à l'idée d'avoir la maison qu'ils ne liraient pas les petites lignes avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis mis à rire. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Françoise, même dans la mort, savait exactement ce qu'elle faisait. Qu'en est-il des comptes de retraite, ai-je demandé. Madame Morel n'y a pas touché, a dit Maître Legrand. Ils sont toujours à votre nom. Elle a suggéré que vous pourriez vouloir désigner votre neveu Thomas comme bénéficiaire principal au lieu de Marc et Delphine, mais c'est votre choix. Et le mas en Provence, entièrement payé, entièrement rénové, prêt à être habité. Le fonds couvre toutes les dépenses. Vous pourriez y emménager demain si vous le vouliez. J'y ai réfléchi pendant exactement 3 secondes. Préparez tout, ai-je dit. Les 2 semaines suivantes furent une chorégraphie minutieuse. Je ne pouvais pas laisser Marc et Delphine savoir que je préparais quoi que ce soit. Je devais agir comme un veuf éploré qui se rangeait peu à peu à leur point de vue. Marc appelait tous les quelques jours pour prendre des nouvelles. J'ai laissé ma résistance s'adoucir progressivement. Oui, peut-être que la maison était trop grande. Oui, peut-être qu'un changement serait une bonne chose. Je lui ai laissé croire qu'il était en train de me convaincre. Pendant ce temps, je faisais mes cartons. Juste l'essentiel au début. Des vêtements, des objets personnels, les bijoux de Françoise, les albums photos. Thomas m'a aidé. Il était le seul à qui j'avais tout dit. Ils font vraiment ça, a-t-il dit quand j'ai expliqué ce qui se passait. Il était venu sous prétexte de m'aider à vider le garage. Ils le font vraiment, ai-je dit. Et ta tante Françoise savait qu'il le ferait. Je lui ai montré la lettre. Thomas l'a lue, sa mâchoire se serrant à chaque paragraphe. Quand il a fini, il a levé les yeux vers moi. C'était un génie, a-t-il dit doucement. Elle connaissait notre famille mieux que je ne voulais l'admettre, ai-je dit. Et moi, a demandé Thomas.
Je suis censé aller en Provence avec toi. Ta tante Françoise a laissé des instructions spécifiques à ton sujet, ai-je dit. Il y a un studio dans la grange rénovée. Elle l'a fait concevoir pour la photographie. Chambre noire, éclairage naturel, la totale. Elle voulait que tu l'aies. Les yeux de Thomas se sont embués. Elle a fait ça pour moi. Elle t'aimait comme si tu étais son propre fils. J'ai ajouté que tu étais le seul à lui avoir rendu visite à l'hôpital chaque jour. Le seul qui appelait juste pour discuter. Elle l'a remarqué Thomas. Elle remarquait tout. Nous avons emballé soigneusement au cours de la semaine suivante, loué un garde-meuble à l'autre bout de la ville et y avons progressivement déplacé les choses. La vaisselle de Françoise, les meubles qui appartenaient à mes parents, les livres, les œuvres d'art, tout ce qui avait une valeur sentimentale. Nous avons laissé les gros meubles, les choses évidentes, tout ce que Marc et Delphine s'attendraient à trouver là. Le moment critique est survenu un mardi. Je venais de charger un carton de manuel d'infirmière de Françoise dans ma voiture quand Valérie est entrée dans l'allée. « Jean-Pierre » a-t-elle crié. « Ça tombe bien. Je voulais te parler de la rénovation de la cuisine. » « La rénovation de la cuisine » ai-je répété en fermant le coffre. « Pour après ton départ » a-t-elle dit joyeusement. Marc et moi pensons garder la maison au lieu de la vendre. L'utiliser comme investissement locatif ou peut-être en location de vacances, mais la cuisine est tellement démodée. Je pensais à du carrelage blanc type métro, peut-être un îlot central en cascade. Tu prévois de rénover ma cuisine, ai-je dit lentement. Eh bien, ce sera bientôt notre cuisine, a-t-elle dit. Marc dit que tu as accepté de nous céder la maison, à lui et à Delphine, le mois prochain. Je n'avais rien accepté du tout, mais je me suis contenté de sourire. Nous en discutons encore, ai-je dit. Qu'est-ce qu'il y a dans le carton? Elle regardait mon coffre. Des vieux livres, ai-je dit. Je pensais les donner à la bibliothèque. Je fais du tri comme tu l'as suggéré. Elle y a cru. C'est merveilleux Jean-Pierre. C'est tellement sain de lâcher prise. Si elle avait regardé de plus près, elle aurait vu que ma voiture était pleine à craquer. Mais elle n'a pas regardé. Elle ne m'a jamais vraiment regardé. La réunion finale a eu lieu 4 semaines jour pour jour après les funérailles de Françoise. Je l'avais convoquée moi-même. J'avais demandé à Marc et Delphine de venir. Je leur avais dit que j'avais pris une décision concernant la maison. Ils sont arrivés à 5 minutes d'intervalle, comme s'ils s'étaient coordonnés. Valérie et Benoît sont venus aussi. Naturellement, Thomas était déjà là, assis tranquillement dans un coin. Ils l'ont à peine salué. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, leur ai-je dit, assis dans mon fauteuil en cuir, celui que Françoise m'avait offert pour mes 60 ans. À propos du fait que la maison est trop grande, à propos de prendre un nouveau départ. Vous avez raison. Il est temps de changer. Marc et Delphine ont échangé des regards victorieux. Je vais vous céder la maison à tous les deux, ai-je continué. Moitié-moitié. Vous en deviendrez propriétaire immédiatement. C'est magnifique papa, a dit Delphine. C'est vraiment la meilleure décision. Je le pense aussi, ai-je dit. J'ai sorti le dossier que Maître Legrand avait préparé. Les documents de transfert de propriété sont tous là. Vous devrez signer également, acceptant le transfert et toutes les responsabilités associées. Les responsabilités associées, a demandé Marc. La taxe foncière, l'assurance habitation, les crédits immobiliers, tout cela est transféré avec le titre de propriété, ai-je dit. Procédure standard. Des crédits, le sourire de Valérie a vacillé. Au pluriel. Il y a le crédit d'origine, il reste environ 200 000 €, ai-je dit. Et la seconde hypothèque, 250 000. La notaire a tout expliqué dans ses documents. Je les ai regardés lire, j'ai vu le visage de Marc passer de la confusion à la pâleur, j'ai vu la main de Delphine commencer à trembler alors qu'elle feuilletait les pages. Cette maison a une dette de 350 000 €, a dit Marc. Tu avais dit qu'elle était presque payée. Je n'ai jamais dit une chose pareille, ai-je répondu calmement. Tu as supposé qu'elle était payée. Tu n'as jamais demandé à voir les relevés bancaires. Qui prend une seconde hypothèque à ton âge, a exigé Valérie. Votre mère l'a fait, ai-je dit il y a 2 ans. Elle avait ses raisons. C'est insensé, a dit Delphine, avec la taxe foncière et l'assurance. Cet endroit coûte 4 500 € par mois d'entretien.
Nous ne pouvons pas nous permettre ça. Alors vendez-la, ai-je suggéré comme vous aviez prévu de le faire de toute façon. La vendre, Benoît a ri amèrement. Après les frais de mutation et les commissions d'agence, ils auraient de la chance de dégager 100 000 € à se partager en deux. Ça fait 50 000 chacun pour une maison dont vous nous dites qu'elle vaut plus d'1 million. Les fluctuations du marché, ai-je dit avec un haussement d'épaule. On ne peut pas prévoir ces choses-là. Il se passe autre chose ici, a dit Marc, son instinct de banquier se réveillant enfin. Où est le reste de l'argent? L'épargne de maman, les comptes de retraite, l'assurance vie. L'assurance vie était un contrat de 50 000 € qui a tout juste couvert les frais d'obsèques, ai-je dit. Les comptes de retraite sont à moi, à mon nom seul. Ils le resteront. Et les économies de maman, a insisté Delphine. Elle les a dépensées, ai-je dit simplement, au cours des 2 dernières années. Frais médicaux, quelques dons caritatifs, dépenses personnelles. Tout est documenté si vous voulez voir les relevés de compte. Ce n'était pas techniquement un mensonge. Françoise avait dépensé les économies, mais pas pour ce qu'ils imaginaient. Tu ne gardes pas la maison non plus, a soudain dit Marc. N'est-ce pas? Tu pars quelque part. Intelligent mon fils. Trop tard, mais intelligent. Je prends ma retraite, ai-je dit. Je quitte la région parisienne. J'ai déjà clôturé les comptes à la banque locale et tout transféré dans une banque des Alpes de Haute-Provence. Je déménage la semaine prochaine. La Provence, a dit Delphine. Pourquoi la Provence? Votre mère et moi y avons passé notre lune de miel, ai-je dit. Cela semblait être l'endroit idéal pour un nouveau départ. Donc tu nous laisses juste avec une maison criblée de dettes et tu disparais. La voix de Valérie était maintenant perçante. Je vous donne exactement ce que vous avez demandé, ai-je dit. La maison, l'héritage anticipé, juste comme vous le vouliez. Le fait qu'elle ne vaille pas ce que vous espériez n'est pas mon problème. C'est une fraude, a dit Marc. Nous allons t'attaquer en justice. Maman n'aurait pas pu cacher 300 000 € sans que je le sache. Sans que je le sache, ai-je terminé. Elle le pouvait et elle l'a fait. Son argent, ses décisions, tout est légal, tout est documenté. Maître Legrand à Manosque peut vous envoyer des copies de tout si vous le souhaitez. Elle est très méticuleuse. Je me suis levé. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des cartons à finir. Les déménageurs arrivent lundi. Vous pourrez récupérer les clés à l'étude de Maître Legrand. Elle gère le transfert à distance. Tu ne peux pas faire ça, a dit Delphine, et il y avait de vraies larmes dans ses yeux maintenant, mais je soupçonnais que c'était des larmes de rage, pas de chagrin. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Thomas, tu es prêt. Thomas s'est levé. Il était resté silencieux tout ce temps, se contentant de regarder. Il a ramassé 2 sacs de voyage que j'avais posés près de la porte. Tu l'emmènes lui, a dit Marc. Évidemment. Ton petit cas social. Thomas est plus ma famille que vous ne l'avez été depuis des années, ai-je dit. Il vient avec moi. Le mas a beaucoup d'espace. Un mas, a dit Delphine. Quel mas? Mais j'avais fini les explications. Thomas et moi sommes sortis par la porte d'entrée de cette maison pour la dernière fois. J'ai entendu des cris derrière nous. Valérie et Benoît hurlaient sur Marc et Delphine. Tout le monde criait sur tout le monde, mais le bruit s'est estompé alors que nous montions dans ma voiture. Comment te sens-tu, m'a demandé Thomas alors que nous nous éloignions. Libre, ai-je dit. Les déménageurs sont venus ce lundi-là comme je l'avais dit, mais pas à la maison de Saint-Cloud. Ils sont allés au garde-meubles où Thomas et moi avions caché tout ce qui comptait. Ils ont tout chargé dans un camion et ont fait route vers le sud. Marc et Delphine ont bien essayé de contester le transfert de propriété. Maître Legrand m'a appelé 2 jours après mon arrivée en Provence pour me dire qu'ils avaient pris un avocat. Cela n'a mené nulle part. Françoise avait tout documenté méticuleusement. Chaque retrait, chaque transaction, chaque décision avait une trace écrite prouvant que c'était son argent, son choix. L'avocat que Marc avait engagé a jeté un seul coup d'œil aux documents de la structure et leur a conseillé de laisser tomber. Ils ont gardé la maison de Saint-Cloud pendant 3 mois, essayant de trouver un acheteur qui paierait assez pour que cela en vaille la peine. Finalement, ils l'ont vendue à perte et se sont partagés les 53 000 € restants. Delphine m'a envoyé un unique SMS me disant « J'espère que tu es content ». Je l'étais effectivement.
Le mas en Provence était tout ce que les photographies de Françoise avaient promis. 200 hectares dans le Luberon avec les montagnes s'élevant à l'est comme d'anciens gardiens. La maison principale était une vaste bâtisse en pierre avec d'immenses fenêtres face au lever du soleil. Françoise avait supervisé chaque détail de la rénovation. La cuisine avait des plans de travail en granit et des appareils de qualité professionnelle parce qu'elle savait que j'aimais cuisiner. La chambre principale avait un coin lecture parce qu'elle savait que j'aurais besoin d'un endroit calme pour réfléchir. Le bureau avait des étagères intégrées déjà remplies de livres qu'elle avait fait expédier là-bas au cours de l'année passée, ceux que j'avais mentionné vouloir lire. C'était comme si elle m'avait construit une toute nouvelle vie et l'avait laissée là en attendant que je la trouve. Thomas s'est installé dans la grange aménagée. Le studio de photographie avait tout ce dont il avait besoin. Éclairage professionnel, système de fond, une véritable chambre noire avec stockage de produits chimiques à température contrôlée. En un mois, il avait lancé son activité d'indépendant, photographiant la faune sauvage et vendant des tirages en ligne. Il était plus heureux que je ne l'avais jamais vu. J'ai passé mes journées à apprendre à connaître la terre. Il y avait un ruisseau qui traversait la propriété, froid et clair à cause de la fonte des neiges, un bosquet d'oliviers qui devenait argenté sous le vent. Des cerfs qui descendaient des hauteurs le soir. J'ai acheté un cheval, un vieux hongre placide nommé Mistral, et j'ai parcouru les limites de la propriété, apprenant chaque recoin de ma nouvelle maison. La nuit, je m'asseyais sur la terrasse avec une tasse de café et je regardais les étoiles. On pouvait voir tellement d'étoiles là-bas, loin des lumières de la ville. Françoise et moi nous étions assis sous ces mêmes étoiles il y a 45 ans, jeunes et fraîchement mariés, parlant de la vie que nous construirions ensemble. J'ai trouvé sa dernière lettre 3 mois après mon emménagement. Elle était glissée dans un exemplaire de son livre préféré, Regain, sur l'étagère du bureau. Jean-Pierre, disait-elle, si tu lis ceci, c'est que tu as réussi. Tu es libre. Je suis si fier de toi. Je sais que tu te sens probablement coupable, comme si tu avais abandonné nos enfants. Ne le sois pas. Ils nous ont abandonnés les premiers il y a des années. À quand remonte la dernière fois où Marc a appelé juste pour discuter? Quand Delphine est-elle venue nous voir sans rien demander en retour? Thomas est ton fils maintenant, celui qui a choisi de rester quand tous les autres sont partis. Aime-le comme il le mérite. Vis la vie dont nous avons toujours rêvé. Regarde le lever du soleil depuis cette terrasse. Promène-toi parmi les oliviers en septembre. Nourris les animaux qui descendent le soir. Et sache que chaque choix que j'ai fait était pour que tu puisses avoir cela. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. Ne t'avise pas de gâcher ce cadeau en étant triste. Françoise. Je l'ai lu assis dans le fauteuil en cuir qu'elle avait fait expédier en Provence, le même que celui de notre salon de Saint-Cloud, et j'ai pleuré, pas de tristesse, mais de gratitude. Pour ces 45 années avec une femme qui me connaissait mieux que je ne me connaissais moi-même, qui avait planifié mon avenir même quand elle savait qu'elle ne serait pas là pour le partager. Thomas m'a trouvé là 1 heure plus tard. Ça va, a-t-il demandé. Je lui ai montré la lettre. Il l'a lue, essuyant ses propres yeux à la fin. Elle t'aimait vraiment, a-t-il dit. Elle nous aimait tous les deux, ai-je dit. C'est pour ça que nous sommes ici. 1 an plus tard, Marc a appelé. De nulle part, un mardi matin, j'étais en train de réparer des piquets de clôture sur le pâturage sud quand mon téléphone a sonné. Papa, a-t-il dit. Sa voix était différente. Plus petite. Comment vas-tu? Je vais bien, ai-je dit. Et toi? Ça va. Bien. Occupé par le travail. Une pause. Valérie et moi divorçons. Je suis désolé de l'apprendre, ai-je dit, et je le pensais. Quoi qu'il en soit, je ne souhaitais le malheur de personne. Elle n'était avec moi que pour l'argent, a dit Marc amèrement. Après l'échec de la maison, après qu'il soit devenu clair que je n'aurais pas de gros héritage, elle a changé. Elle a commencé à se disputer pour tout. Finalement, elle est partie. Je n'ai pas dit ce que je pensais, à savoir que Françoise le savait probablement aussi. Delphine et Benoît ont des problèmes aussi, a continué Marc. Il s'avère que quand on se marie pour l'argent et que l'argent ne vient pas, il ne reste pas grand-chose. Pourquoi appelles-tu Marc, ai-je demandé doucement. Je voulais te dire que je suis désolé, a-t-il dit, pour la façon dont nous t'avons traité. La façon dont nous avons traité la mémoire de maman. Tu avais raison. Nous étions des vautours.
Je me suis assis sur une barrière en regardant les montagnes. J'apprécie cela, ai-je dit. Est-ce qu'il y a une chance, a-t-il commencé, puis il s'est arrêté. Est-ce que je pourrais venir te voir, voir où tu vis? J'aimerais discuter. Vraiment discuter. Pas d'argent ou d'héritage. Juste parler. J'y ai réfléchi. J'ai repensé à la lettre de Françoise, aux années de négligence, à la façon dont il s'était jeté sur moi comme des prédateurs après ses funérailles. Mais j'ai aussi pensé au fait qu'il avait appelé, qu'il s'était excusé. Que les gens peuvent changer parfois si on leur en donne la chance. Appelle-moi la semaine prochaine, ai-je dit. Nous trouverons un moment. Je ne sais pas si Marc viendra vraiment. Peut-être qu'il le fera, peut-être pas. Mais j'ai laissé la porte ouverte parce que c'est ce que Françoise aurait fait. Elle était toujours meilleure que moi pour le pardon. Thomas et moi avons fêté ses 31 ans le mois dernier avec un feu de joie près du ruisseau. Il venait de vendre sa première grande collection de photos à un magazine de nature. Nous avons fait cuire des steaks sur le feu et avons parlé de sa mère, ma sœur Léa, et de la fierté qu'elle aurait eue de l'homme qu'il était devenu. « Est-ce que Paris te manque ?» m'a-t-il demandé. J'ai regardé autour de moi la propriété, les montagnes devenant mauves au coucher du soleil, la vie que Françoise m'avait construite brique par brique, décision par décision, sachant qu'elle ne serait pas là pour la voir. « Ta tante me manque ?» ai-je dit. Chaque jour, mais Paris, non, ici c'est ma maison maintenant. Et c'était vrai. Le mas, les montagnes, les matins calmes et les nuits étoilées. Thomas dans son studio. Moi apprenant à être un éleveur à 72 ans. Une vie que je n'avais jamais prévue, mais qui me convenait mieux que tout ce que j'avais laissé derrière moi. Françoise m'avait donné exactement ce dont j'avais besoin. Pas seulement une échappatoire à des enfants avides, mais la permission de recommencer, de construire quelque chose de nouveau, d'être plus qu'un simple père ou un mari ou un ingénieur à la retraite. D'être moi-même, quel que soit l'homme que je devenais. Je lui parle encore parfois à haute voix quand je parcours les clôtures ou que je suis assis sur la terrasse le soir. Je lui parle du troupeau qui s'est agrandi. Du livre que j'écris, un mémoire technique sur l'ingénierie des systèmes hydrauliques. Du succès de Thomas et de la vie qu'il construit. De l'appel de Marc et de la possibilité d'une réconciliation, bien que je ne me fasse pas trop d'illusions. Je lui dis merci. Chaque jour. Merci de m'avoir assez bien connu pour me sauver. Merci d'avoir planifié mon évasion quand je ne savais même pas que j'en avais besoin. Merci de m'avoir donné le courage de m'éloigner des gens qui aimaient mon argent plus qu'ils ne m'aimaient. Le soleil se couche maintenant alors que je finis mon café. Demain, je monterai au pâturage nord pour vérifier le système d'irrigation là-haut. Il fait un bruit bizarre, et après 40 ans d'ingénierie, je ne peux pas ignorer les bruits bizarres. Thomas vient avec moi. Il veut photographier les fleurs sauvages qui éclosent dans la haute prairie. C'est une belle vie, une vie tranquille. Pas celle à laquelle je m'attendais quand j'ai épousé Françoise il y a 45 ans, mais peut-être une vie meilleure. Plus simple, plus honnête. Elle a toujours su ce qui était le mieux.